c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business avec Stéphane, la dernière émission de 2025. RLP Business sur Radio Libre en Périgord 102.3. C'est votre émission sur l'activité économique, l'entreprise, les ressources humaines, l'entrepreneuriat dans le Périgord et ailleurs. Et aujourd'hui, dans cette émission numéro 104, nous sommes déjà dans le 104e RLP Business. Nous recevons notre consultant nouvelle technologie préféré, c'est Nikos. C'est Nicolas Ruiz, le créateur et responsable d'Evie, le premier fabricant de tablettes pro en France. Nicolas, bonjour, tu vas bien ? Bonjour Stéphane, ça va et toi ? Ça va. Nicolas qui est venu avec Vanessa qui est, vous allez rire, elle travaille aussi dans l'informatique. Bonjour Vanessa. Bonjour. Eh bien écoute, aujourd'hui avec Nicolas, nous allons faire une émission spéciale actualité. Voilà. Avec plaisir. Nous allons parler technologie, nous allons terminer 2025 en parlant techno, nous allons préparer 2026, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on s'est fait un joli repas dans une péniche là au centre-ville, enfin un truc honorable, hein, voilà, c'était vraiment bien. On va commencer par l'économie américaine. Dis donc, l'économie américaine, là, nous avons l'armée qui est déployée dans 5 villes, là, le truc est ingérable et autres, il y a des tarifs et des machins. Et en même temps, ils nous ont sorti des chiffres de croissance hallucinants, tu m'as dit. Oui, effectivement, au 3e trimestre, les chiffres qui sont sortis, alors après le shutdown, c'est pour ça qu'on a un peu de retard, sont supérieurs à 4%. Personne s'y attendait, ni le consensus, ni les marchés. Bon, les marchés américains ont fortement apprécié la nouvelle, mais ça montre que l'économie est robuste. Alors, ça reste une économie en K, la lettre K, car ça signifie en fait que cette croissance est privilégiée, enfin, profite aux plus riches et que les pauvres s'appauvrissent un peu plus. Donc c'est finalement pas une croissance qui à long terme est une bonne croissance, mais ça montre quand même qu'il y a un certain dynamisme. Alors, un dynamisme qui est toujours aussi poussé par la tech. Effectivement. On voit passer des projets tech avec des chiffres délirants, des chiffres qui n'ont quasiment même plus aucun sens. Et la tech, c'est l'IA d'ailleurs. Oui, complètement. Là, c'est l'IA et l'IA qui alimente tout le reste du marché. Alors, à la fois une poussée d'inflation sur les salaires des ingénieurs, mais aussi une poussée sur tout ce qui est matériel, puisque l'IA s'arroge toute la RAM produite dans le monde. On a des projets comme Stargate de OpenAI qui prennent l'équivalent de 2 années de production mondiale de RAM, juste pour un seul projet, un seul data center. Donc on voit que les chiffres effectivement sont sans commune mesure avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Alors ça c'est un truc aussi, les gens ne s'en sont pas encore rendu compte, mais les projets professionnels ont de telles demandes de RAM, de SDRAM, de GPU et autres qu'il n'en reste quasiment plus pour le marché des particuliers et pour les autres secteurs technologiques, ce qui veut dire qu'on va avoir une augmentation du matériel à venir en 2026. Voilà, ça a déjà commencé, hein. On a des barrettes de RAM, donc les barrettes de mémoire vive pour les PC qui ont triplé de valeur pour certaines catégories comme la DDR5 en quelques mois. Ça va continuer en 2026, ça va s'accentuer. Donc si vous avez des achats à faire en informatique, en électronique, en ordinateur portable, téléphone ou même console, il ne faut pas trop tarder puisqu'à partir de janvier, on peut avoir des hausses de 20-30% des tarifs publics. D'accord. Bon, alors, ces gros projets IA, alors il y en a 2 là qui sortent du lot, dont on voulait parler un peu. Il y a celui de Jeff Bezos d'Amazon et il y a celui de Zuckerberg de Meta. Qu'est-ce qu'ils nous font les 2 là ? Alors, c'est 2 projets très différents. Bezos, lui, il voit un peu plus long terme. Il a créé un projet qui s'appelle Prometheus. Alors, c'est un projet qu'il a abondé avec seulement, entre guillemets... Prometheus ou Prometheus ? Prometheus, pour moi, c'était. D'accord. Comme Alien. Là, voilà. Alors, c'est plus comme la mythologie, mais qu'on retrouve dans Alien. Oui. Donc, il a abondé un fonds seulement 6 milliards de dollars. Pour eux, c'est vraiment peanuts. Embaucher une centaine de personnes, débaucher une centaine de personnes d'OpenAI, Microsoft et Google. L'idée, c'est plus d'avoir une vision industrielle de l'IA, donc plus tournée vers le professionnel et l'industrie. Donc, c'est une vision un peu moonshot, c'est-à-dire plus futuriste de l'IA et pas une IA grand public comme on en voit jusqu'à présent. D'accord, mais toi, tu m'avais dit, on s'était dit il y a 2 mois et demi quand c'était passé, qu'Amazon était en train de licencier ses cols blancs, donc ses cadres en informatique, alors que moi, ce que je voyais autour, c'est qu'on ne prenait plus de débutants, mais qu'on gardait les majors, enfin les cadres. Donc là,
ils sont vraiment en train de prendre le virage de l'IA? Est-ce qu'Amazon, en fait, est en avance sur les gros groupes informatiques et sont vraiment en train de dégager la main-d'œuvre pour la remplacer par de l'IA? Alors oui, là, l'investissement Prometheus n'a rien à voir avec Amazon, c'est vraiment une nouvelle structure, une nouvelle start-up. Ok, c'est pas pour eux. Non. Ça va servir à quoi? Prometheus, ils ont déjà Claude. Et l'IA d'Amazon, c'est Claude.ai. Oui, et Claude, ça marche bien déjà. Oui, non, mais c'est absolument pas. On ne cherche pas à concurrencer ce qui est actuellement fait avec Claude, Anthropic ou quoi que ce soit. Ils cherchent vraiment à faire une IA industrielle, tournée vers l'industrie, la fabrication. Donc, à la fois des robots qui savent ce qui les entoure. Ah, c'est pas un truc pour nous parler à nous. C'est un truc qui va s'auto-réparer, qui va faire des beaucoup plus loin dans le temps. Exactement. Les fameuses maisons en print 3D, tout ça. Potentiellement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de passer de l'IA qui fait du software pur à de l'IA qui va interagir sur de la matière. Voilà, là, en tout cas, c'est le projet Prometheus, c'est industriel. D'accord, ok. Et celui de Zuckerberg ? Zuckerberg, non, là, lui, il est plus, on va dire, court terme. C'est-à-dire que de 2022, sortie de ChatGPT à 2025, on était dans des IA qui répondaient. Et là, on voit depuis quelques mois qu'on est sur des IA qui exécutent, c'est-à-dire c'est des agents IA, on dit l'IA agentique. Donc on est sur des IA qui, au lieu où tu lui poses la question « qu'est-ce que tu me proposes pour mes vacances ? Est-ce que tu peux m'aider à choisir mes billets ?» On est sur des IA qui vont te chercher les billets, qui vont sur le site internet, qui vont te réserver le billet d'avion, etc., qui exécutent. Et là, Zuckerberg a racheté une start-up japonaise, Manius, pour quelques milliards également, qui est spécialisée dans l'IA agentique, donc l'IA qui exécute, qui va, l'année prochaine, pour les entreprises, permettre à une personne d'être finalement capitaine de différents agents IA, dans le juridique, dans la gestion des ventes, dans le SAP. Ma secrétaire de Madagascar vient de perdre son boulot. Oui. Bon, ok, d'accord, ok. Non, c'est intéressant, ce qui veut dire qu'en fait, on va demain, peut-être, pour 30 ou 40 balles par mois, on aura une véritable assistante, mais cette fois qui ne sera pas limitée aux conseils comme on a aujourd'hui, mais qui fera aussi de l'action. Exactement. Alors, ChatGPT le fait déjà dans la version payante à $20. Donc, tu peux, et en fait, il ouvre une machine virtuelle sur ton écran, avec un petit Linux, et tu peux lui dire, moi, je travaille avec, j'ai des PSD, des fichiers Photoshop à modifier. Je lui dis, ouvre-moi une machine virtuelle, modifie-moi ce fichier Photoshop, je lui fournis évidemment le PSD, et renvoie-moi un lien téléchargeable du fichier modifié, et tu le vois bouger sa petite souris, travailler dessus, faire des petites choses, me renvoyer le fichier. Ça fonctionne à peu près bien. C'est-à-dire le prompt doit être encore un peu précis ou quoi. Mais là, on arrive, c'est tout récent, ça a 2-3 mois. Donc là, je pense que voilà, les années 2026 et suivantes seront des années d'IA agentique, plus que simplement une réponse à une question. On va me trouver le meilleur billet Paris-Barcelone dans cette tranche de temps. Exactement. Voilà, et elle t'ouvre plusieurs onglets sous Chrome. Elle va aller sur en Pologne et voilà. tout. Et, elle va sur Air France, elle va sur Booking et elle cherchera pour toi. D'accord. Et tu lui donnes tes codes bancaires et tout, et puis elle va commencer à acheter des trucs pour toi. Exactement. D'accord. Au niveau sécurité, ça a intérêt de blinder. Hein. Alors, pour le moment, elle te demande de valider à chaque fois, ou quand elle arrive sur, par exemple, la méthode de paiement, elle te demande de remplir toi-même. Donc, tu prends le contrôle de la machine virtuelle et tu remplis toi-même tes coordonnées bancaires. D'accord. Parce que ça me fait penser quand même à la sécurité. On vient d'avoir... là, en France, on a fait fort. Hein. On vient de passer une bonne série de gros craquages. Là, on s'est fait dépouiller tous les fichiers des impôts, de la justice, les antécédents judiciaires, tout ça, la police, les détenteurs d'armes et tout, la CAF aussi, je crois. Exactement, oui, tout à fait. J'en ai oublié, là Il y en a eu quelques-uns, effectivement, on les oublie, mais il y a eu également certains opérateurs téléphoniques. Mais en termes d'administration, non, t'es exhaustif. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on se fait piller comme ça nos informations qui normalement ne devraient pas être pillables? Alors, c'est pas un problème de sécurité dans les systèmes techniques. Les IT sont gérés par des grandes sociétés et même pour les administrations, ils fonctionnent très bien. À chaque fois, c'est un problème d'hygiène numérique, c'est-à-dire que le problème, il est entre la chaise et l'écran. Et notamment, dans le cas du ministère de l'Intérieur, c'est des policiers qui s'envoient des mails ou des SMS non chiffrés avec directement leur mot de passe dedans. Ils s'envoient ça entre collègues. Connecte-toi sur Pharos, voici mes mots de passe, en clair, dans l'email. Donc, les pirates n'ont finalement pas fait grand-chose que d'avoir accès à ces emails, des fois de manière imprimée, des fois parce qu'il y a un transfert qui a mal été fait. Et ensuite, on peut accéder au système qui est pourtant très sécurisé. Oui, moi j'ai vu des trucs, j'ai vu par exemple sur internet une vidéo, quelqu'un qui a trouvé des informations qui avaient été prises chez les gendarmes, qui s'est mis sur le chat, la messagerie des gendarmes pour leur dire j'ai trouvé ça, et en temps réel les pirates sont intervenus dans le chat avec les gendarmes et tout, ils avaient ces informations, ceux du gendarme, etc. Ils avaient vraiment accès à toute la plateforme
de sécurité. Ça, c'est pas que les mots de passe lourdes comme au musée. Alors là, vraiment, dans le cas là, c'était un problème vraiment de gendarmes ou de personnes qui diffusaient de l'information de manière claire avec des accès. Il n'y a pas eu de piratage ou de backdoor. Pour le reste, après, pour les autres, j'ai pas tous les détails, mais pour celui-là, c'était vraiment un problème d'hygiène numérique. Alors, c'est pas un problème de technologie aussi. Est-ce que, à force d'utiliser des produits étrangers qui ont forcément par définition légale des accès, parce que la technologie c'est une arme de guerre, donc quand on exporte Windows, le gouvernement américain veut qu'il y ait des accès, des backdoors réservés à l'armée américaine, ce qui veut dire que c'est connu par ceux qui bossent chez Microsoft, ceux qui bossent au gouvernement, enfin dans les services du gouvernement concernés, ceux qui ont travaillé chez Microsoft, ceux qui ont travaillé au service du gouvernement, ceux qui connaissent, etc. Donc en fait c'est semi-public. Est-ce que confier nos informations vitales à des produits soumis à ces vulnérabilités, est-ce que c'est vraiment un choix judicieux ? Alors, il n'y a même pas besoin. Alors, les vulnérabilités, on les connaît après coup. C'est souvent quand les services secrets les dénoncent. Mais il n'y a même pas besoin de vulnérabilité dans le sens où, par exemple, les Américains ont bien précisé. Tu sais, tu as une loi qui est le Patriot Act depuis les attentats du 11 septembre. Qui fait que si l'information passe sur un serveur américain, elle est consultable par les Américains. Oui, et donc si tu mets dans le cloud américain sur Amazon ou quoi que ce soit une information, les Américains peuvent la consulter sans aucun problème. Le gouvernement peut la consulter. Ils ont bien précisé il y a quelques mois que cette règle s'appliquait si la société était américaine, quel que soit l'endroit physique des serveurs dans le monde. C'est-à-dire que tout ce que tu stockes sur Amazon, même sur un serveur français, même s'ils te disent dans la pub les serveurs sont en France, les Américains, par le Patriot Act, peuvent récupérer les informations. Donc ils ont étendu. Ce n'est plus seulement sur une machine aux États-Unis, c'est sur une machine qui appartient à une structure déposée aux États-Unis. Tout à fait. D'accord. Ça pose quand même... je sais qu'à l'époque, lorsqu'on était chez Debian, on avait fait un système d'exploitation, on avait milité pour ça. Notamment, les différents centres d'hébergement étaient partout, de manière à ce qu'une puissance géopolitique ne puisse pas mettre la main sur le noyau du système d'exploitation. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc les Russes sont un peu en train de le faire. On n'aurait pas moins de problèmes de sécurité si on faisait ça ? Oui, mais il faudrait mettre en place un cloud souverain. On a essayé en Europe, ça n'a pas trop fonctionné. Et pourquoi ? Parce que c'est à chaque fois la même chose. Tu vois, on a réussi, certaines sociétés, on a quelques exceptions, on a Airbus qui fonctionne assez bien, malgré son fonctionnement quand même assez tortueux, c'est-à-dire une aile est fabriquée dans tel pays, le nez de l'avion est fabriqué dans un autre pays. Pour le cloud, ça n'a pas fonctionné puisqu'on ne s'est pas mis d'accord, les prix n'étaient pas bons, on n'était pas compétitif par rapport aux Américains. On essaye toujours de faire de la bureaucratie là où il faudrait plus de libéralisme. Donc là-dessus, ça n'a pas fonctionné. Et OVH reste quand même assez, bien qu'il fasse des efforts, en retard. Voilà. Il est quand même assez en retard par rapport aux Américains sur ce type d'infrastructure. On l'a empêché de se développer. OVH, l'Europe, la législation l'a empêché de se développer pour qu'il soit au niveau de ses concurrents chinois et américains. Mais au moins, ce que tu mets chez OVH, c'est souverain. Ok. Bon, tu m'as pas forcément encore répondu. Tes tablettes à toi, elles tournent sur c'est l'exploitation américain ou libre ? T'as du Linux, t'as du Windows ? Alors, nous, on a du Linux. On est techniquement compatible Windows, mais j'ai pas de demande ou très peu. C'est infini-décimal. Ah d'accord. Avec le temps, tes tablettes pro, toi, elles sont passées sous Linux. Alors, on est sous Linux ou sous un Android AOSP, donc la division d'Android qui est libre de droit. D'accord. Alors, il n'y a pas les GMS, les Google Mobile Service. D'accord. On n'a pas tout ce qui est soumis à brevet. Mais tu as les sources. Mais on a les sources. Donc tu peux enlever ce que tu veux et mettre ce que tu veux. C'est pas qu'on enlève ce qu'on veut, c'est qu'on n'a rien sous licence sous la OSP. Oui, je veux dire, tu sais comme moi que moins il y en a, moins ça plante. Tu peux aussi enlever les parties qui t'embêtent. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Bah donc tu vois, tu as commencé toi à faire ce virage pour avoir la véritable sécurité. C'est aussi se libérer des contraintes juridiques des constructeurs. Bien sûr. Après, depuis l'origine, mes tablettes étaient tout le temps compatibles Linux depuis la première. Oui, mais tu as aussi fait partie de ces. T'as fait partie de l'époque Microsoft, lorsque Microsoft a fait ses premières tablettes et autres. Il y a un truc qui s'est créé. Tu étais avec eux aussi à cette époque-là. Donc, disons que ça permettait de pénétrer le marché plus facilement aussi, parce que Linux à l'époque était quand même très en retard sur les parties tactiles. Oui, et puis on va le dire, il se passait des choses intéressantes. Bien sûr, tout à fait. On dira ce qu'on voudra sur Microsoft, ça pose des problèmes lorsqu'on veut rentrer vraiment dans le pro et le confidentiel, mais ça reste quand même un environnement d'innovation. Bien sûr. Voilà. Ok. Bon, tout ça nous emmène vers la Chine. Je vois passer beaucoup de choses vers la Chine et j'ai l'impression aujourd'hui qu'au niveau technologie, les énormes avancées, les grosses avancées se font aux USA, de l'Ouest. Oui. C'est quand tu regardes les cartes des taxis autonomes,
c'est l'Amérique de l'Ouest et c'est l'Asie du Sud-Est. Donc aux USA, on a vu, là, il se passe des choses avec les fusées dans l'espace, SpaceX, l'IA, les voitures autonomes et autres. Mais en Chine, il se passe plein de choses et on en parle très peu en Occident. Oui, les Occidentaux parlent d'Occidentaux, c'est-à-dire américains. C'est vrai. Mais par exemple, on regarde SpaceX et on se rend compte de l'avancée qu'a SpaceX, mais le gouvernement chinois, en termes d'avancée spatiale, prend une avance considérable. Je pense se poser sur la Lune d'ici 2029, c'est pas si loin. Non. A fait des essais là, de landing, donc d'atterrissage avec un module lunaire qui se sont très bien passés cet été. Ils sont allés sur la face cachée de la Aussi, Lune. Ils ont ramené l'échantillon. Avec un rover, et ils ont ramené l'échantillon de là-bas. On n'a pas trop parlé en Europe. Non. Et même en Ils ont créé leur station en très peu de temps. Oui. Et elle tourne très bien. Bon, là, il y a un petit souci sur un des modules. Un micrométéorite a fissuré un hublot, mais ils ont désactivé le module et tout s'est bien passé. Et ils déposent beaucoup plus de brevets que les Européens, voire parfois que les Américains dans certaines industries, y compris pharmaceutiques. Donc là-dessus, y compris sur le quantique, les Chinois ont beaucoup d'avance. Et le fait est que leur avance, du moins, le retard se rattrape depuis que Trump leur a interdit l'accès aux processeurs américains. Les Chinois n'avaient pas prévu de développer leur industrie de microprocesseurs. Et depuis que Trump donc, a interdit à Huawei de mettre Google sur ses téléphones, Huawei a développé une sorte de Manhattan Project pour créer une usine capable de fabriquer des processeurs aussi fins que les processeurs américains. Alors, ils ont des prototypes qui fonctionnent. Ils sont beaucoup plus gros que les nôtres, c'est-à-dire que pour faire le laser qu'il faut, pour pouvoir graver comme il faut, ça fait la taille d'un bâtiment, quand nous, il faudrait juste que ça fasse la taille d'une pièce. Mais mine de rien, ils débauchent beaucoup d'Occidentaux et d'Américains. Ils changent leur nom pour pas que les espions... Ils avaient des Chinois qui travaillaient aussi dans les usines américaines et qui sont rentrés au pays. Ils savent très bien le faire, ça. Il y a quelques années, on n'aurait pas cru que les Chinois pourraient avoir ce type de technologie, et désormais, ce sera probable, d'ici les années 2030, ils auront exactement les technologies américaines. Déjà, ils ont progressé sur le thorium, là, sur les nouveaux modèles de fusion nucléaire et autres. Donc, les innovations vraiment scientifiques et technologiques, elles se passent aujourd'hui là-bas, elles ne sont plus en Europe. Alors, même, c'est pire que ça. C'est-à-dire que EDF, pour ses prochains EPR, est en train de copier les Chinois. C'est-à-dire qu'on est en train de débaucher des ingénieurs chinois, de regarder les brevets chinois pour pouvoir le fabriquer chez nous, puisqu'on est incapable de le faire. Et puis surtout, ils ont trouvé des meilleures méthodes que nous. Donc, le savoir-faire s'est perdu en Europe et on est obligé de copier la Chine pour pouvoir récupérer un savoir-faire. Et je pense qu'on ne sait pas tout, parce que les Américains et les Occidentaux ont tendance à se vanter et à mettre en avant tout ce qu'ils savent faire, quitte à l'exagérer un petit peu. Les Chinois, c'est pas la culture. Non, et là, dont je te parle, c'est des nouvelles qui nous viennent des services secrets, pas du Parti communiste chinois. Donc il n'y a pas de nouvelles officielles. On sait que ça existe, on le voit depuis l'espace, mais les Chinois ne communiquent pas. Non, ils le disent pas. Certains pensent qu'ils ont peut-être déjà, d'ailleurs, un ordinateur quantique. C'est que Google a un ordinateur quantique. Alors, ils en ont, et ils ont même fait des communications par satellite quantique, ce que n'ont pas réussi à faire les Américains et les Occidentaux. Alors, on va expliquer aux gens, il y avait un satellite, il y avait un truc en bas, et ils ont changé des informations en bas, et elles sont apparues en haut, donc ils ont fait un échange de communication intraçable, sans fréquence, entre le satellite et la Terre. Incraquable, effectivement. Incraquable, parce que, de manière quantique, en fait, ils ont bougé des trucs en haut, ça a réagi dans le satellite, sans passer par une bande de fréquence. Exactement, en fait, tu as une particule sur Terre, tu as une particule miroir dans le satellite. Si tu bouges l'état de la particule sur Terre, ça bouge instantanément celui dans le satellite, quelle que soit la distance. C'est l'ansible de Orson Scott Card. Exactement. Et si tu tentes de l'intercepter, ça la détruit. Donc on ne peut pas la pirater puisque tu détruis l'information. Parce que le fait de regarder modifie l'information. Voilà. Ok. Bon, donc la Chine, et moi j'avais été épaté d'ailleurs parce que la Chine aime bien, la Chine c'est des commerçants, mais ils aiment bien aussi, ils ont un petit côté orgueilleux de temps en temps. On avait dit, tu n'auras pas de puce Nvidia GPU pour faire de l'IA. Et puis, il y a 2-3 containers de Singapour qui ont un peu disparu. Et il y a DeepSeek qui est apparu, puis qui a dit, regardez, pour 50 fois moins cher que vous, on fait un truc vachement bien. Alors, DeepSeek fonctionne bien. Il a quand même des biais chinois, c'est-à-dire tu poses des questions. Tu peux pas poser des questions sur Winnie l'ourson, puisqu'en Chine c'est interdit vu que il ressemblerait à Xi Jinping. Et sur le coût, du token, on a des doutes, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un peu menti, mais dans tous les cas, le fait est que le système fonctionne et que DeepSeek c'est un moment Spoutnik, c'est-à-dire on s'attendait pas à ce que les Chinois nous sortent ça à ce moment-là. Et oui, parce qu'on normalement
On avait dit, on ne veut pas qu'ils le fassent, on leur interdit de le faire. Eux, ils sont arrivés avec le pouce sous le menton, nananère. Ils nous ont mis ça dans la tête en étant... Les gens ont dit, OpenAI, ChatGPT, ont dit, ils sont meilleurs que nous sur ce coup-là. Quoi. Voilà, et on a des modèles DeepSeek qui fonctionnent sur des ordinateurs locaux avec des centaines de milliards de paramètres qui tournent mieux que des Mistral ou des OpenAI. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ok. Alors, au niveau matos, en 2025 et 2026, là, on va créer de l'hydrogène vert à partir de déchets, de canettes de café, etc. et autres. Et surtout, on est en train de développer les batteries lithium-métal. T'as suivi, toi, un peu les batteries? T'es concerné pour tes tablettes par rapport aux batteries? Non, parce que c'est des tablettes murales, donc constamment reliées au courant. Et comme elles sont murales, pour les problèmes d'incendie, pour tout ce qui est certification, pompiers, etc., on ne met pas de batterie dedans. D'accord, donc toi c'est du relié avec onduleur, machin, etc. Exactement. Et tout. Okay. Par contre, au niveau des batteries, des avancées technologiques, tu as vu des choses, tu m'as dit. Alors, il y a plusieurs technologies pour le moment. On est vraiment dans un moment aussi où les innovations fusent dans tous les sens. On a des batteries beaucoup moins chères à produire, mais la densité est moins bonne. On sait produire des batteries maintenant à partir du sable. On sait produire des batteries à partir du sodium, donc même de l'eau salée. Tu sais, quand on désalinise l'eau de mer. Moi, j'allais y penser. Le sable, le sodium, on se rapproche de la mer. Là, voilà. Le problème, c'est les densités. C'est-à-dire, ça prend énormément de place, ça pèse un âne mort. Donc, c'est peut-être pas adapté, par exemple, pour un véhicule, mais ça pourrait être adapté pour une batterie domestique dans une maison, par exemple, dans un garage. Tu as vu ces espèces de taxis là en Chine qui changent les batteries. Ils ont les batteries en dessous, ils arrivent à une espèce de station-service, le robot arrive, enlève la batterie, met la suivante, il a fait le plein en 1 minute 30 et il repart bosser. Alors, tu sais qui a inventé cette technologie? Non. C'est Renault. Eh ben, ça marche super bien. Oui, c'est Renault et ça a bidé quand ils l'ont monté. C'est-à-dire, c'était dans les années 2005-2010, si je ne dis pas de bêtises. C'était Better Place, une joint venture entre Renault et une société israélienne. D'accord. Et en Israël, tu avais des stations-service où tu amenais ta Renault électrique et la batterie était changée en 30 secondes et elle était mise à charge pour la prochaine personne qui passait. Ah, moi, j'en ai pas vu beaucoup à Périgueux. Voilà, non, mais c'était plus israélien. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Mais ça marche super bien. Ouais, mais non, alors ça peut marcher pour les scooters et c'est ce qu'ils font, tu sais, pour tout ce qui est Deliveroo, etc. Voilà. Les taxis. Tu sais, là, Huawei, Xiaomi, donc qui fabriquent maintenant des véhicules électriques, qui prennent une avance folle là-dessus, ont des batteries qui se rechargent en 800 volts tellement rapidement qu'en 3 minutes, tu as déjà récupéré 300-400 km, que ce genre de technologie, c'est-à-dire remplacement de batterie, c'est déjà mort-né pour moi. D'accord, ok, ils sont déjà passés au stade d'après. Voilà. De toute façon, c'est la différence entre un pays où tu as des dirigeants qui sont élus pour 4 ou 5 ans, c'est que là-bas, ils ont une vision à beaucoup plus long terme. Xi Jinping leur a demandé d'être prêt pour l'étape d'après qui est l'hydrogène, les moteurs à hydrogène, je crois, et qui, eux, sont des moteurs thermiques. Ce qui veut dire que nous, en Europe, on s'est mis une claque sur le moteur thermique, on a du mal avec l'électrique, mais les fabricants de voitures chinois qui veulent prendre le marché au niveau mondial, d'ailleurs je pense que là on est en train de voir qu'on s'est fait arnaquer par les Chinois quelque part, un secteur de moteur thermique, sont déjà prêts pour les voitures à hydrogène qui viennent après. Alors, moi, j'y crois pas trop à l'hydrogène, en tout cas pas pour les véhicules particuliers. L'hydrogène, alors c'est quoi? C'est simplement, tu mets l'hydrogène, ça recharge une batterie qui te fait avancer. Donc c'est simplement, les moteurs sont électriques. Donc l'hydrogène, il n'y a pas de moteur thermique là-dedans. Le problème de l'hydrogène, il y en a deux, c'est que pour fabriquer l'hydrogène, il faut l'électricité. L'hydrogène vert, n'en parlons pas, il faut l'électricité verte et ça coûte à la fois très cher et surtout les rendements sont mauvais. Tu vois, si tu as de l'électricité, si tu as 100 kW d'électricité, ça vaut mieux de les mettre dans une batterie plutôt que de les transformer en hydrogène qui vont finalement dans une voiture te ramener que 50 kW d'énergie. Donc ça n'a pas trop d'intérêt, il y a trop de déperdition. Ça peut marcher probablement pour les poids lourds parce qu'on va pas mettre des batteries qui font 3-4 tonnes et encore sous réserve de progrès techniques. Demain on aura une batterie quantique qui pesera peut-être que 200 kg, 100 kg, 50 kg et probablement pour les avions puisque là on peut pas mettre plus tu veux d'autonomie plus il faut mettre de batterie sur un avion, c'est juste pas possible. La batterie c'est lourd. Voilà. Donc l'hydrogène pour l'aéronautique oui, pour les voitures j'y crois pas du tout. Tu as des usines en Chine, je crois, toi. Alors j'ai partenaire en Chine. Tu as des partenaires en Chine. Tu y vas des fois? Oui, de temps en temps. Ouais. D'accord. Moi, quand j'étais allé un petit peu là-bas en Chine et à Hong Kong, j'étais assez impressionné de voir que ils exportaient des choses chez nous, mais ils sont gardés aussi pour eux. Oui. Il faut quand même le savoir. Et même parfois, c'est pas forcément le meilleur qu'ils nous exportent. Ça dépend le prix que tu payes. Ça dépend le prix que tu payes. Mais moi, je sais que là-bas, j'avais eu
en tant que particulier dans les magasins, des choses qui n'étaient arrivées en Europe que plusieurs années plus tard. Ah oui, complètement. Parce complètement. qu'ils se les gardaient pour eux d'abord. On est d'accord, on est d'accord. Et ce que je vois en 2025 en France, exporté, voilà, je l'ai vu en 2017 en Chine. Ok. Qu'est-ce que tu as vu en 2025 là-bas qui arrivera chez nous plus tard? Alors, pour le moment, alors la conduite autonome, c'est-à-dire qu'en Europe, j'ai l'impression qu'on est aux charrettes et au cheval. Hein. C'est-à-dire, tu sors d'Europe, tu te rends compte que les taxis volants, à Shenzhen, ils expérimentent, à Dubaï, ils expérimentent. Nous, on n'a même pas lancé d'expérimentation. On devait le faire durant les JO, mais ça a été du bluff, on l'a pas fait. Oui, et puis l'expérimentation prévue pendant les JO, c'était une personne, enfin, c'était ridicule. Et ça n'a même pas eu lieu. Quoi. Voilà. Donc là-dessus, on est très très en retard. Non, on est encore en retard niveau souveraineté numérique, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence artificielle. On fait rien en Europe, rien de rien. Donc l'IA Act, d'ailleurs, va prendre de la force à partir de demain, le 1er janvier, et donc va encore empêcher plus. Non, mais ici, on fait des trucs pour empêcher les gens. Disons qu'on légifère avant d'expérimenter, c'est un peu dommage. Et même, c'est quand même eux qui ont réussi à nous mettre sur tous les sites du monde un bouton j'accepte à appuyer, à cliquer depuis des années. Ah, c'est une opération psychologique, ça c'est pas possible. Hein. Et à chaque fois qu'on va sur le site, on doit accepter. Voilà, tout à fait d'accord. Merci l'Europe, hein, ça c'est magnifique. Hein. L'année prochaine, ça devrait changer. C'est-à-dire, ils devraient valider et conserver ton consentement pour le site internet de manière définitive. Ah, il faudra plus devenir un acceptateur permanent. Non, normalement. C'est bien. Mais tu vois, par exemple, là, Tesla fait tester en France le FSD, donc la conduite autonome sur les Tesla. On peut la tester dans les concessions Tesla gratuitement, on prend rendez-vous. Tu vois que ça fonctionne très bien. Et pourquoi on ne l'a pas dans toutes les Tesla? Parce que la loi européenne ne le permet pas. Alors, Tesla, allez, lâchons-nous. Elon Musk a annoncé la fin de la pauvreté. Il dit que, en fait, l'IA et les robots vont résoudre tous les problèmes de l'humanité, qu'on n'aura plus besoin de bosser, et donc plus personne ne sera pauvre. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je suis d'accord avec lui. Plus personne ne sera pauvre. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est sa famille à lui qui sera plus pauvre. Déjà. Voilà. Oui, il fallait la replacer parce qu'elle était belle, celle-là. Elle était rigolote. Voilà. Elle était spontanée. Oui. Non, je suis d'accord avec lui parce que si l'IA remplace le travail, par définition, la monnaie n'a plus de valeur, donc il n'y aura plus de riches et plus de pauvres. C'est une façon de le voir. Ouais. Donc c'est comme ça. Je pense qu'il y aura encore des riches, mais bon, voilà, passons. On verra bien. Moi, j'ai vu Elyséeum, hein, j'ai vu le film Elyséeum. Oui, voilà, ils seront dans des bases dans l'espace. Bon, ça existe déjà. J'ai vu le documentaire Idiocratie, mais j'ai vu aussi le documentaire Elyséeum. Voilà. Beaucoup de documentaires dans les années 80, très intéressants. Ok. Ah oui, j'ai oublié, là, tu m'avais dit des espèces d'écrans en liquide, en cristaux liquides, là, qui arrivent, des trucs qui vont être mis sur les tablettes. Les micro-RGB. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, micro-RGB, c'est une technologie, en fait, tu mets des LED au lieu de mettre un spot, donc tu mets des micro-LED, en fait, mais c'est pas du micro-LED. Le micro-LED, ça serait le Graal, c'est-à-dire on sait faire des écrans micro-LED. On voit déjà des télé micro-LED, là. Pas au sens où elles sont vraiment micro. D'accord. Et du coup, t'as plus de contraste, t'as plus de problème de contraste, t'as tous les avantages de l'OLED, sans les inconvénients, avec tous les avantages des autres technologies. Le problème, c'est le coût, c'est-à-dire un écran vaut 100 000 €. Et là, ça va baisser, ça. Voilà, ça baissera. Mais en attendant, ils ont fait une technologie entre deux qui s'appelle le micro RGB. Alors, c'est des mini LED qui, là aussi, émettent leur propre lumière. Mais aujourd'hui, tu as une plaque avec des carrés de pixels. Tu alimentes chaque carré, mais forcément, ça bave un peu sur celui d'à côté. Il n'est pas 100% contrôlable. Le fait de mettre une ampoule à chaque pixel veut dire que tu vas totalement maîtriser la luminosité émise par ce pixel. C'est ça. Donc c'est une amélioration pour les particuliers, ça ne changera pas. On aura des très beaux écrans, comme on a déjà des très beaux écrans, mais c'est surtout les phénomènes d'usure qui seront évités, les phénomènes de blooming, donc tout ce qui bave effectivement. Et c'est pas en soi une révolution pour le grand public, mais pour l'image, oui, ça rendra beaucoup mieux, peut-être pour le cinéma, peut-être. Et ça va venir aussi sur les tablettes, peut-être. Oui, bien sûr, à terme, la qualité, évidemment. Ce qui permettra de regarder bien en diagonale, en face, quand il y a du soleil, quand c'est dans l'ombre. Voilà, il n'y a aussi pas de reflet, tu as raison, il n'y a pas de reflet sur ces technologies. D'accord. Bon, d'autres innovations à venir? Alors les innovations, on a déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, okay. 2026, ça t'annonce bien pour toi? Eh ben écoute, oui, on va être optimiste, donc ça s'annonce très très bien. Ton petit projet La Défense, ça s'est mis en place, ça a démarré là? Ça avance, il y a d'autres projets qui se mettent en place dans d'autres pays, je trouve ça hyper intéressant. Donc non, 2026, il y a des bonnes choses à faire. Ok. Le prochain coup, tu passes dans le Périgord, on se refait une séance technosciences. Avec plaisir. Merci Nicolas. Vanessa, écoute, bon retour, vous allez à Bergerac, je crois, après? Oui, tout à fait, ouais. Oui, avec les fêtes un petit réveillon ce soir?
Exactement. Alors, une voix féminine pour souhaiter la bonne année à tous les auditeurs de RLP. Bonne année à tous les auditeurs de RLP 2026. Merci à tous et à tout le monde. À l'année prochaine. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.